Bonjour à tous, mon nom est Jean-Benoît Fallis, je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Édimbourg en Écosse. Très heureux de vous présenter notre recherche sur le travail et les compétences de première ligne dans l'élimination de la maladie du sommeil THA en RDC. C'est un travail qui a été fait, comme vous pouvez voir sur cette dia, avec mes collègues euh, Alain Pagna, Elise Serrour, Pete Kingsley, Eric Mwambamiaka et Jen Palmer. C'est un travail qui euh, vise en fait à réfléchir à la façon dont les travailleurs de première ligne ont navigué les contraintes, les contradictions, les dilemmes dans, dans cet effort pour éliminer la maladie et nous offrons des perspectives en explorant en fait deux cas différents, celui de la RDC et celui du Sud-Soudan. Deux cas qui, comme vous le savez, sont extrêmement importants euh, pour atteindre ces objectifs d'élimination, mais deux cas qui sont aussi extrêmement différents. La recherche en sciences sociales, sur le côté social de l'élimination de la THA est relativement limitée. Euh, Et en particulier, il y a très peu d'études qui vraiment s'attardent aux vies, aux expériences des travailleurs de première ligne, qu'ils soient coordinateurs, docteurs, euh, infirmiers, techniciens de laboratoire et toutes les personnes qui viennent en fait au support de ces activités de diagnostic, de traitement, d'éducation, de rapportage sur la THA. Euh, la littérature un petit peu plus générale sur le sujet, enfin, c'est-à-dire sur l'élimination des maladies, surtout dans les dernières phases, dans ce qu'on espère en tout cas être la dernière phase, met l'accent sur l'importance de travail euh, de la première ligne pour garder les programmes actifs et pour évidemment prévenir une résurgence de la maladie et dans le cas de la THA, on a tous évidemment en tête ce qui s'est passé dans les années 60. Donc, un aspect vraiment important de ce travail, la connaissance tacite. Cette connaissance tacite, c'est contrairement à une connaissance un peu plus théorique, c'est pas quelque chose qui peut vraiment s'apprendre dans un livre ou dans un cours ou dans un document officiel. L'idée de la connaissance tacite, c'est qu'il y a des choses qui sont pas toujours extrêmement conscientes, dont les gens sont pas nécessairement conscientes ou qui sont pas nécessairement écrites, mais qui sont extrêmement importantes pour en fait que les gens soient bons dans leur travail. Vraiment cette expérience, cette connaissance tacite de la maladie qui va permettre vraiment aux gens de faire le travail de façon excellente. Et ce genre de petites choses qui sont souvent très très difficiles à définir de façon précise, c'est des choses qui sont vraiment maintenues au travers de l'expérience, au travers de l'exposition à la maladie, ce qui est évidemment une grande question dans le cas de la THA. Donc, en termes de design de l'étude, j'ai dit RDC, Sud-Soudan. Euh, j'ai une version anglophone des slides, donc je soupçonne que les personnes qui vont écouter cette version francophone sont très familiers avec le cas de l'RDC. Je vais pas m'attarder dessus. On a un programme PNLTHA qui est extrêmement bien structuré, qui a opéré de façon continuelle depuis les années 60, même s'il avait un autre nom avant, même si c'était difficile au milieu des années 90. Et on a des équipes mobiles. Donc ça, c'est différents aspects sur lesquels le programme est différent du Sud-Soudan, euh, un pays dans lequel il y a eu différentes interruptions des activités, où les ressources humaines sont venues, sont parties, et où les principales activités de contrôle et de traitement sont surtout au niveau d'équipes fixes, de structures fixes. En RDC, notre travail repose surtout sur 21 entretiens avec différentes personnes impliquées en première ligne. Ces entretiens, je dois remercier mon collègue Alain Pagna qui les a faites. Euh, il les a faites en février 2018. Au Sud-Soudan, on a 11 entretiens qui sont plus longs, qui ont tendance à être plus des histoires de vie,
de staff internationaux et nationaux qui ont été impliqués. Ces entretiens remontent à 2013-2014 et on a également quelques observations de terrain. Ces données qui sont un petit peu vieilles, on en est bien conscient, mais on pense que la problématique un peu qui revient est une problématique qui reste d'actualité et qui vaut la peine d'être discutée. Alors, une première catégorie de résultats, c'est au niveau du développement des compétences. Et ce qu'on voit, c'est 5 façons différentes de développer ces compétences sur la THA. Donc, si vous voulez d'acquérir cette formation initiale, il y a évidemment la formation académique, mais on sait que dans un pays comme le Sud-Soudan, en fait, la formation académique sur la THA, elle est relativement faible, et même historiquement, elle n'a pas toujours été existante. En RDC, elle a toujours été existante, mais ce qu'on a observé, c'est que les formations ne sont pas nécessairement à jour, même s'il y a des efforts de certains cadres du PNLTHA pour mettre à jour cette formation. Ce qui est important, c'est aussi la formation interne, c'est-à-dire toutes les formations qui sont dispensées par le programme lui-même à ses employés, à ses membres. Donc c'est en RDC, par exemple, toutes des formations avec l'INRB. Au Sud-Soudan, on a un petit peu de ce genre de formation, mais quand même relativement peu. On est plus fort au niveau de la RDC sur ça. Il y a aussi des formations organisées par des partenaires externes. MSF, surtout, au Sud-Soudan, a fait énormément en termes de formation sur la maladie. Et dans les deux pays, que ce soit Sud-Soudan ou RDC, il y a le cours, ou il y avait en tout cas le cours tous les 2 ans de l'OMS sur la THA. Ce qui fait la différence dans le cas de la RDC, je pense, c'est évidemment cette formation interne, mais c'est aussi 2 choses. Ce sont des placements, des formes de stage qui sont organisés par le programme pour les gens qui rejoignent le programme, qui permettent aux gens qui rejoignent le programme de vraiment avoir une bonne vision, une bonne compréhension des activités et de la maladie avec une expérience concrète, une expérience de terrain, peu importe où ils vont finir dans le programme, qui finissent dans une unité mobile ou qui finissent au niveau de Kinshasa. Et c'est aussi, on sait, en RDC, une expérience au travers d'essais cliniques, de participation à ces essais cliniques comme membre de staff, comme chercheur, qui va permettre de développer une expertise. Et ces 2 aspects-là, en fait, se retrouvent très peu au Sud-Soudan. Donc on voit ici 5 approches, si vous voulez, qui sont pas nécessairement opposées, qui sont plutôt complémentaires d'ailleurs, qui vont permettre d'acquérir une connaissance sur la THA. Alors, comment est-ce que ces compétences sont maintenues et développées? C'est évidemment ici la question de la connaissance tacite. Dans les 2 cas, la RDC et le Sud-Soudan, on a en fait des gens qui sont extrêmement engagés, qui voient la lutte contre la THA comme une véritable vocation. Ça, c'est quelque chose de très très fort qu'on retrouve dans tous les entretiens, que ce soit en RDC ou que ce soit au Sud-Soudan. Mais la vraie différence, c'est qu'en RDC, il y a la possibilité en fait de faire carrière dans la Tripano. On a des gens, que ce soit des gens qui sont extrêmement qualifiés ou des gens qui sont peut-être plus au niveau de la première ligne, ce qui nous intéresse aujourd'hui pour cette présentation, qui vont véritablement faire toute leur carrière là-dedans. La citation qui est sur la dia, à mon avis, reprend ça bien. On voit quelqu'un qui a commencé par être technicien et puis qui a pris du grade et puis voilà, qui est maintenant chef d'une équipe mobile. Et donc, on a toute une série de carrières vraiment sur la Tripano, sur la THA. Au Sud-Soudan, on a beaucoup moins ça parce que les gens en fait viennent et partent suivant le financement qui est disponible. Donc cette expertise, si vous voulez, elle ne reste pas à un seul endroit, mais elle repart et elle revient.
Ce qu'on a pu voir aussi dans notre recherche, c'est la nature changeante du travail de première ligne sur la THA. Euh, c'est la citation que j'ai mis ici. Ce changement, il se fait au niveau du type de travail et au niveau de la charge de travail. Donc, on a au niveau des centres de santé, enfin des centres de traitement, euh, on, on trouve en fait une diminution de la charge de travail puisqu'il y a moins de patients, donc il y a moins d'injections à faire, il y a moins de soins à offrir. Donc cette effervescence qui pouvait parfois y avoir dans le passé ne se retrouve plus, en tout cas plus au niveau du traitement de la trypano. Par contre, au niveau des équipes mobiles, on a un scénario un petit peu différent, puisque certes, il y a moins de cas positifs, il y a peut-être mais avoir moins de cas positifs ne veut pas dire qu'il y a moins de travail. Au contraire, euh, il faut screener, il faut diagnostiquer plus de gens pour essayer de vraiment voir s'il reste des cas, surtout quand il s'agit de trouver des patients pour des essais cliniques. Et donc, on a des staffs sur le terrain qui nous disent, mais en fait, il y a beaucoup plus de travail, ou le travail est beaucoup plus dur maintenant. Aussi, il est vrai parce que la sensibilisation sur le terrain est beaucoup moins forte et la collaboration des autorités comme de la population est moins bonne que ce qu'elle a pu être dans le passé. Donc la nouvelle question vraiment centrale, c'est cette traque des derniers cas, mais c'est aussi l'intégration des activités dans le reste du système de santé. On a un système très très vertical en RDC et dans une moindre mesure, on va dire, au Sud-Soudan. Euh, donc sur la question du traitement, même sur la question du diagnostic, la plupart des gens nous disent mais en fait on a réussi, on a gagné à ce niveau-là, on a des choses, on a des outils qui sont performants et qui fonctionnent. Sur l'intégration, par contre, il y a beaucoup plus de questions. On a des programmes euh, dont les gens nous disent mais en fait cette intégration nous pose question, on n'est pas sûr que notre expérience va vraiment être valorisée pleinement. Et donc il y a des vraies questions qui se posent là. La vraie valorisation de l'expérience dans les deux pays étant surtout encore au niveau des études euh, des techniques où là on a vraiment une utilisation de ces connaissances. Comment est-ce qu'on peut conclure cette présentation? Juste répéter que cette question d'intégration elle est absolument centrale, que cette question de la continuation de ce savoir tacite et de qu'est-ce qu'on en fait n'est pas entièrement résolue. Et la question ici, c'est peut-être d'arriver euh, à la fois travailler sur développer les connaissances d'infirmiers, de médecins, de personnes impliquées dans les soins qui ne sont pas familiers avec la trypano. Et donc ça, c'est un peu un travail au niveau de l'intégration, un peu un travail au niveau de ce qui existe dans le système de santé. Trop de gens encore maintenant sont pas vraiment capables de reconnaître et de traiter cette maladie, ce qui pose évidemment un problème si on veut avoir un système de reconnaissance passif qui soit efficace. Donc travailler sur cet aspect-là, mais aussi, et je pense que c'est vraiment important, continuer à valoriser, à renforcer cette expertise, cette connaissance tacite, ces réseaux qui existent et qui sont extrêmement forts, euh, surtout en RDC, mais également au Sud-Soudan et qui peuvent vraiment aider à appuyer cette intégration dans la pratique. Que ce soit par des centres de référence, que ce soit par de la formation, etc. Donc on a montré dans cette présentation différents outils qui ont été utilisés pour la formation, différentes approches. Ces approches peuvent être utilisées pour la formation des staffs qui ne sont pas encore familiers avec la trypano, mais ne pas oublier la question de cette expérience tacite qui sera essentielle pour éliminer complètement la maladie. Un dernier point que nous pointons dans le papier, c'est le risque de trop rapidement démanteler des infrastructures qui existent déjà, par exemple les équipes mobiles, sous prétexte qu'elles sont moins efficaces, sans penser à qu'est-ce que
où va aller cette expertise? Est-ce que cette expertise va pouvoir être maintenue? Et comment est-ce qu'elle va pouvoir être maintenue? Et je m'arrête là. Merci.